Someone's given me a box to open. I wanna say I'm only human. Your love's given me a whole new energy. I wanna say I'm only human. Left it on a note so you could read it. Softer than a whisper for now.
Bonjour à tous, je m'appelle Stella, je suis votre wellness officer aujourd'hui, professeure de yoga. Le but, c'est qu'on prenne ensemble quelques minutes pour pouvoir respirer ensemble, pour pouvoir s'étirer. Je vous invite à, premièrement, vous installer confortablement. Pour les personnes qui sont encore debout, à prendre place. Pour s'asseoir confortablement, ici, on va chercher peut-être à avoir les pieds ancrés sur le sol, la colonne un petit peu alignée, le sommet du crâne comme tiré par le ciel, vers le ciel. Et on va laisser déposer les mains, peut-être sur les genoux, peut-être de chaque côté. Ici, on va commencer par prendre une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, on vient vraiment relâcher les épaules, relâcher les tensions qu'on pourrait avoir ici. Et pendant un instant, j'aimerais que vous imaginiez comme une bulle autour de vous. C'est votre moment de bien-être, de respiration. Et si c'est OK pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Sinon, vous pouvez fixer un point sur le sol si vous n'êtes pas forcément familier avec cette pratique. Et je vais vous inviter ici à tourner le regard vers l'intérieur. On peut peut-être poser une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre. Et pendant un instant, ici, on va observer le chemin de nos inspirations. Quand on inspire, est-ce que vous sentez par exemple que dans une narine, vous avez plus d'air ? Est-ce que vous sentez qu'à chaque inspiration, c'est plutôt votre poitrine qui gonfle ou votre ventre ? Si c'est votre poitrine, ça pourrait être quelque chose de complètement normal. Mais ici, je vais vous inviter un instant à approfondir ces inspirations, à les mettre un petit peu plus au niveau du ventre. On va imaginer qu'à chaque inspiration, on va avoir un ballon qui gonfle au niveau du ventre et qu'à chaque expiration, il se dégonfle. Et au fur et à mesure qu'on va approfondir ces inspirations, on va pouvoir oxygéner tous les organes. C'est ce qui aide assez naturellement à calmer le rythme cardiaque, le système nerveux. De nouveau ici, prenez une grande inspiration, observez le chemin par le nez, la gorge, clavicule, poitrine, puis ventre. Et expirez tout l'air de nouveau. Ici, vous pouvez visualiser intérieurement un objectif pour le reste de votre journée, pour le reste de votre matinée. Peut-être prendre un moment aussi pour voir comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a un peu de fatigue, du stress ? C'est un moment pour observer sans juger. Et tout doucement, ici, on va venir frotter les mains entre elles pour réactiver un petit peu le système et venir réouvrir les yeux tout doucement en clignotant. En clignant des yeux, c'est un peu mieux. Et ici, on va venir tapoter la poitrine, le haut de la poitrine, les bras, les poignets, les mains. Ici, on va venir lier les doigts entre eux et venir les étirer vers l'avant, puis vers le ciel. Et ici, rapidement, on va venir passer les mains derrière la tête et on va venir inspirer, ouvrir, regarder vers le ciel pour vraiment étirer, rejoindre les omoplates dans le dos. Et expirer, faire une petite boule avec le haut du corps. Rejoignez le front vers les genoux. De nouveau, inspirez, regardez vers le ciel, étirez au maximum. Et expirez, rejoignez le front vers les genoux. Une dernière fois, inspirez de nouveau au maximum. Ici, on rejoint au maximum les omoplates. On oxygène une dernière fois avec une grande inspiration ici. Et on vient relâcher. On secoue un petit peu les bras de chaque côté. Ici, on va venir coller l'oreille gauche sur l'épaule gauche et faire la même chose du côté droit. Ici, je vous invite un moment à observer si vous avez des tensions dans la nuque. Si vous avez un endroit où vous sentez une tension, vous pouvez faire des petits oui avec la tête et venir rapprocher le menton de la poitrine et venir ici observer un petit instant une sorte de micro-massage qu'on pourrait se faire dans la nuque. Ça serait normal qu'il y ait des tensions au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes. On va finir par un petit rond de tête dans un sens,
Toujours en inspirant et en expirant très profondément. Ici, on va venir secouer les mains, secouer les pieds qui sont un petit peu délaissés durant cette journée. Tapoter de nouveau les cuisses. Je vous remercie pour cette session rapide, mais je l'espère qui a été efficace. Je vous laisse maintenant avec une petite vidéo et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. La question principale que se pose l'écosystème, dans ce qu'on entend, c'est d'abord le système de gouvernance français, savoir comment tout ça va être gouverné, comment va être opéré le règlement et savoir quels vont être les rôles de chaque acteur. Également, ils ont des inquiétudes tout à fait légitimes sur la simplicité de ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, ce n'est pas une usine à gaz encore nationale ou un millefeuille à la française comme on en a trop souvent l'habitude. On veut vraiment utiliser ce règlement comme une opportunité pour simplifier les process, simplifier la vie de l'ensemble des parties prenantes, des détenteurs comme des utilisateurs, et également des patients et des citoyens qui peuvent mettre à disposition leurs données. Ils ont évidemment un droit de refuser de mettre à disposition ces données pour un usage secondaire, mais dans le cas où ils l'acceptent, il faut que l'ensemble de leur démarche soit fluide, soit simple et également qu'ils soient correctement informés des implications de l'exercice de leurs droits. Toujours aussi dur de se voir en vidéo. On va aborder la deuxième table ronde maintenant sur la partie usage secondaire. Et je vais inviter l'ensemble des intervenants, qui sont tous assis au premier rang, à venir me rejoindre sur scène. Est-ce qu'il y a cette place? Oui, normalement, il y a cette place. C'est bon? Tout le monde est assis. Donc, j'accueille, je vais reprendre dans l'ordre, donc Dominique Pont, à côté de moi. Est-il besoin de le présenter? Je n'en suis pas certain. Il vient aujourd'hui donc au nom de La Poste Santé et Autonomie. Emmanuel Bacri, qui est directeur scientifique de la plateforme de données de santé, qu'on appelle à l'international Health Data Hub, selon les textes juridiques. Barbara Bensoussan Selam, qui est directrice juridique de l'IFEN. Vincent Vuiblet, qui est professeur des universités au CHU de Reims, Marie Zins, qui est commissaire à la CNIL en charge des données de santé, et Julien Bézin, qui est chercheur à l'université de Bordeaux, également CHU de Bordeaux. J'ai fait l'impasse sur une grosse partie de vos CV respectifs qui sont beaucoup trop longs pour cette table ronde sur laquelle on n'a malheureusement que 45 minutes. Donc, le fil conducteur de la table ronde, et qui n'est pas forcément une question que je vais poser comme ça, c'est comment faire en sorte que le règlement soit une opportunité pour la France, avec le volet du chapitre 4, entre autres, sur la partie usage secondaire. Alors, il y a un certain nombre de choses que le règlement a introduit. Peut-être le plus important, c'est un changement de paradigme. C'est que demain, les données en tant que telles n'auront pas de valeur marchande seules. Les données, à partir du moment où un utilisateur voudra les utiliser dans un cadre qui est autorisé, avec des finalités qui sont autorisées dans un cadre sécurisé, il pourra les demander et en échange de redevances qui sont prévues, il pourra y accéder et réaliser les traitements, encore une fois, autorisés qui seront faits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modèle économique. Les modèles économiques vont être sur d'autres aspects, sur des services ou des services à valeur ajoutée, dans des bulles sécurisées, un certain nombre d'autres points qui sont extrêmement importants. Et enfin, le règlement, même si c'est extrêmement important, on cherche en France également à dépasser certains éléments du règlement. On a publié une stratégie sur l'usage secondaire des données de santé et l'intelligence artificielle, sur lequel on s'appuie pour développer des choses qui vont s'articuler avec le règlement. En première question, en termes de développement de la recherche, développement du pilotage de l'offre de soins,
Le règlement est une véritable opportunité. Il y a également des enjeux. On a une vraie problématique de trouver un modèle économique qui soit crédible, qui soit pérenne pour pouvoir avoir à la fois des détenteurs et des utilisateurs de données performants. Je ne vais pas définir ce qu'est qu'un détenteur ou un utilisateur performant, mais je voudrais commencer par donner la parole donc, à Emmanuel Bacri pour la PDS. La PDS aura un futur rôle en tant qu'organisme responsable de l'accès aux données, ORAD ou HDAB en anglais. Comment vous voyez l'articulation efficace entre ce rôle et cette évolution de la PDS et l'ensemble des acteurs de l'écosystème? Merci. Merci de me donner l'occasion de parler aujourd'hui. Les missions de l'ORAD, quand on regarde, elles sont essentiellement aujourd'hui assurées par la CNIL et par la plateforme de données de santé de l'État. Donc nous, toutes les missions de la plateforme sont plus ou moins déjà des missions de l'ORAD. Donc j'en ai noté quelques-unes ici. La liste est très très longue, mais pour parler de celles qui sont, je pense, essentielles. Évidemment, guichet d'accès aux données, donc recevabilité des demandes d'accès, guichet unique. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait déjà hors méthodologie de référence. Hein. Vous devez vous adresser à la plateforme du Hub, effectivement, et on vous aide à remplir des formulaires. Deuxième mission donc, qui se décline sur de très nombreux items, qui est fédérer l'écosystème des données de santé. Donc là, notre AG est constitué de 56 membres parties prenantes dans l'écosystème des données de santé. On est cofondateur de PSC, Paris Santé Campus, de la FIAC. On organise la communauté autour du SNDS. Hein, on anime aussi, on anime des forums de discussion autour de ça. On est très impliqué dans le développement de l'IA en santé. Hein. Rappelez-vous que, je ne sais pas si vous avez en tête, mais la plateforme de données de santé de l'État a été créée dans le cadre de la stratégie nationale de l'IA. Donc on est en interaction extrêmement forte avec le monde de l'IA. On a été très impliqué notamment dans au dernier sommet mondial de l'IA. Et on est aussi impliqué dans de très gros projets. Alors, déjà sur une échelle française, hein, là on porte des projets notamment sur l'IA à l'échelle française avec des dizaines d'acteurs hospitaliers, plus d'une dizaine d'équipes de recherche, des startups, il y a Mistral, Recital, enfin voilà, vraiment des très gros projets. Et bien évidemment aussi dans le cadre européen et notamment dans le cadre du déploiement du règlement, on a porté le pilote de l'espace européen de données de santé, donc pour l'utilisation secondaire, hein, bien sûr, parce que c'est notre ADN. Mais aussi, là, aujourd'hui, on porte le projet Shaped, qui est justement l'interaction, comment comprendre l'interaction entre le règlement sur les données et les AI Act, comment incarner ça, comment est-ce qu'on peut aider un dispositif médical qui intègre de l'IA dans son cycle de vie du développement au déploiement. Rapidement, d'autres points, je ne vais pas monopoliser la parole. Accompagner les utilisateurs et les détenteurs de données dans toutes les démarches réglementaires, ça c'est aussi quelque chose que l'on fait déjà. Alors sur la standardisation et la qualité des données, ça c'est aussi des choses sur lesquelles on est très très actif, notamment sur HomeOp, mais pour ceux qui ne savent pas, dans le pilote de l'espace européen de données de santé, on a mis en place un standard de catalogue de métadonnées qui s'appelle Health DCAT. DCAT, c'est un standard européen et on a fait la branche Health. Et donc maintenant, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise et a priori qui va être repris par le règlement et qu'on utilise, nous, dès aujourd'hui, maintenant quand on travaille avec les producteurs de données qui devront effectivement exposer leurs métadata, on utilise ces standards-là et on travaille donc sur ces catalogues. Donc nous, on a déjà les catalogues du Health Data Hub, on expose les métadatas et on travaille avec beaucoup d'autres producteurs. Je pourrais citer encore beaucoup, je ne sais pas si je dois faire la liste à l'après-vert, mais voilà pour donner un petit peu. Évidemment, il y a tout un travail aussi avec le citoyen et l'onboarding du citoyen, mais je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard. Tout à fait. Effectivement, les missions sont extrêmement nombreuses. On en a dénombré 49.
soit directement, soit indirect en termes de responsabilité. Mais effectivement, donc la PDS met à disposition aujourd'hui des données, effectivement, et il y a ce répertoire des ensembles de données qui s'appelle catalogue dans le texte du règlement, qui sera extrêmement important. Des données, elles sont nombreuses dans les EDS hospitaliers. Je voudrais donner la parole à Vincent Vuiblet pour savoir justement du côté des CHU, des EDS hospitaliers, quelle est la vision de ce qu'on appelle communément le partage. Dans le texte du règlement, c'est la mise à disposition des données, mais c'est vrai qu'il y a une notion de partage des données, sachant que la notion de propriété des données n'existe pas, petit rappel. Les données appartiennent aux patients si elles appartiennent à quelqu'un. Merci pour l'invitation. J'en profite aussi pour remercier la DNS pour l'organisation de cette journée. Les CHU que je représente, on se félicite de ce travail de co-construction de l'application du référentiel. Pour revenir à la question, d'abord, je voudrais faire un pas de côté qui m'est venu à l'écoute de la table ronde précédente pour redéfinir ce dont on parle quand on parle de données de santé. La donnée de santé, on a une tendance au fur et à mesure de nos échanges à la voir comme un véhicule technique qui est défini plus par ses caractéristiques en termes d'interopérabilité, de confidentialité, de sécurité. Je voudrais quand même rappeler que la donnée de santé, c'est une information numérique certes, mais une information dont la richesse vient de l'expertise de sa production, de la compréhension de son sens et aussi de la contextualisation qui est nécessaire à son utilisation. Et ça, merci. Et ça définit tout naturellement les producteurs de données, comme je le pense, les détenteurs de données de confiance naturelles, comme étant d'une implication prioritaire dans l'urbanisation de ce schéma et dans l'application de ce référentiel. Alors c'est vrai que les entrepôts de données de santé hospitaliers ont un rôle majeur à jouer dans l'accès aux données telles que définies dans le règlement européen des données de santé et ont un rôle majeur dans l'interaction avec le national et notamment avec l'ORAD. Alors c'est vrai que ce qui fait la richesse des entrepôts de données de santé hospitaliers, eh bien, c'est la massivité des données. Et quand je dis ça, déjà je fais une erreur en termes de priorisation parce que ce n'est pas la quantité des données qui est vraiment importante dans ces EDS, c'est la qualité de ces données. Parce que le travail qui est fait par les experts locaux et par les ingénieurs qui mettent en place ces entrepôts de données de santé font que ce sont des données de qualité. L'inconvénient, la faiblesse de ce dispositif aujourd'hui, eh bien, c'est la multiplicité de ces structures, de ces entrepôts de données de santé hospitaliers. Alors, non seulement ceux des CHU que je représente, mais on peut d'ailleurs étendre ce schéma aux EDS des autres structures de soins, des CLCC, des RSPIC, etc. Et ça, c'est justement une des réponses que les CHU entendent proposer. C'est la création d'un espace de données, de se fédérer collectivement pour rendre ces EDS non plus un ensemble d'acteurs multiples, mais un acteur finalement visible avec un seul point d'entrée qui d'abord fédère l'ensemble des EDS des 32 CHU au travers d'un projet dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler qui s'appelle FEDATA, mais aussi dans les phases suivantes de FEDATA, de pouvoir agréger d'autres acteurs dans ce réseau, dans cet espace de données, des acteurs comme, j'en ai déjà parlé, notamment Unicancer que je vois ici, ou d'autres, les acteurs hospitaliers non universitaires, bien sûr, qui font partie notamment de nos GHT. Et ça, eh bien, cet espace de données doit être un relais indispensable à l'ORAD national, doit être aussi un fleuron qui se positionne au niveau européen comme un espace de données qui soit extrêmement qualitatif dans les données dont il dispose. Et puis on parlera aussi tout à l'heure des données de la recherche qui doivent également faire partie de cet espace. Je terminerai juste sur un sujet, sur le fait qu'il est extrêmement important que les entrepôts de données de santé hospitaliers, au travers de ces initiatives d'espaces de données, soient en lien avec l'ORAD national qui doit être la porte d'entrée, comme le définit l'espace européen.
On doit toutefois aussi s'assurer d'une agilité du système et de permettre à chacun de ces détenteurs de confiance de pouvoir conserver cette agilité, notamment au travers des dispositifs de gré à gré qui sont permis par l'espace européen des données de santé. Et ça, c'est ce qui permettra la complétude d'un dispositif qui garantit une accessibilité optimale aux données de santé au niveau national et européen. Merci beaucoup. Donc, dans les acteurs, on va passer maintenant, je vais passer la parole à Barbara côté l'IFEN. Alors peut-être, je vais vous inviter peut-être à dire 2 mots sur l'IFEN pour vous présenter. Et finalement, derrière, c'est quelle est la vision de l'IFEN et quel est le rôle de ce type de structure dans ce règlement. Peut-être dire un mot sur les entités d'intermédiation de données également, qui est un des éléments assez obscurs du règlement pour beaucoup. Bien sûr, donc Barbara Messon, donc je suis directrice juridique de l'IFEN, comme vous le disiez. L'IFEN, on est une entreprise française qui a fêté ses 10 ans aujourd'hui, il y a quelques mois, et qui développe des solutions d'IA pour aider l'écosystème à améliorer la prise en charge des patients ou la recherche pour différents types de promoteurs de projets de recherche, que ce soit des établissements de santé, publics, privés, des laboratoires pharmaceutiques, des sociétés savantes ou autres. Donc, chez l'IFEN, on structure des données de santé, dans le cadre de la recherche, qui viennent de comptes rendus médicaux de patients. Et donc, avant l'IFEN, ces traitements étaient effectués par, habituellement, des assistants de recherche clinique qui faisaient ce travail manuellement. Et depuis qu'on a développé une intelligence artificielle autour de cette problématique, on permet la structuration massive de données de santé pour accélérer la recherche, pour permettre à des projets qui traitent notamment des maladies rares, pour lesquelles le temps est précieux, d'avancer de façon bien plus rapide et surtout avec des données donc beaucoup plus qualitatives, puisque on le voit et on a des publications qui vont sortir à ce sujet-là. La structuration par l'IA, et notamment par l'IA combinée avec un contrôle qualité humain qu'on fournit par ailleurs, est bien plus qualitative que celle faite uniquement par l'humain. Donc voilà, donc on permet de passer à une échelle différente, et le traitement de données de santé implique beaucoup de sécurité. Donc on est une solution technique, mais qui est aussi très réglementaire et réglementée. On est certifié HDS, et on est très attentif à la réglementation qui évolue, et donc à l'espace européen des données de santé, dont on en rigole un peu en interne, mais pour le meilleur ou pour le pire, le texte ne me quitte plus. Et donc on essaye de trouver notre place en tant qu'acteur industriel dans ce texte. Il y a le terme de EID, donc les entités d'intermédiation de la donnée, qui est sorti dans le règlement. Et donc on se dit que peut-être qu'on a notre place dans ce terme, mais peut-être pas complètement. Donc pour reprendre, les EID sont des entités, personnes morales, qui aident les détenteurs de données à préparer la donnée qu'ils détiennent pour mise à disposition à des demandeurs. Donc ces traitements de préparation peuvent être la pseudonymisation, l'anonymisation de la donnée et d'autres. Donc c'est difficile de trouver notre place, parce que bien sûr on ne fait pas que des traitements de pseudonymisation, l'anonymisation de la donnée, on en fait, mais on fait également donc la structuration des données, qui est un traitement qui va au-delà de la préparation. Et donc, il y a un besoin, en tout cas, ce qu'on ressent, qu'il y a un besoin de véritable clarification du texte pour comprendre est-ce que le fait d'entrer dans ce cadre des EID couvre l'ensemble du périmètre de nos activités. On ne le pense pas, mais il y a un véritable besoin dans l'écosystème. On en a parlé avec d'autres industriels qui ressentent la même chose, du fait que ce n'est pas encore extrêmement clair de ce que vient recouvrir ce terme. Et quant au modèle économique, on en parlait, qui va autour du travail de préparation de la donnée. Donc ce qu'on entend, en tout cas en interne, la façon dont on a décrypté le texte, c'est que donc, ce travail de préparation est a priori encadré par les redevances, le système de redevances qui est là pour justement encadrer la mise à disposition, et ce traitement de préparation faisant partie intégrante de la mise à disposition,
et encadré par les redevances, mais tous les traitements qui vont au-delà de cette mise à disposition, donc notamment la structuration, peuvent être soumis à des contrats de gré à gré qui sont bien sûr essentiels pour garantir justement un développement de l'innovation et encourager les industriels à continuer à effectuer ces traitements avec un véritable modèle économique qu'ils contrôlent par ailleurs. Voilà, donc c'est tout ce travail approfondi sur la donnée qui nécessite un petit peu plus de clarté peut-être pour comprendre comment est-ce qu'il vient se placer dans le cadre de l'EEDS. Effectivement, il faut trouver sa place. Et notamment, l'IFEN est assez emblématique sur une place entre détenteur et utilisateur, finalement, parce que vous êtes à la fois aucun des deux, puis les deux, ou en tout cas, vous permettez aux deux de travailler. Et notamment au côté utilisateur, et là, je voudrais passer la parole à Julien, qui est chercheur, pour qu'il puisse nous apporter une vision de la recherche, des opportunités de la recherche que offre ce règlement, et peut-être de l'expérience qu'il y a eu sur les use cases qui ont été développés avec l'Europe. Merci beaucoup et merci de me donner la parole. Effectivement, on a eu la chance d'être dans une équipe financée pour faire un premier use case de l'espace européen. Je dirais que d'un point de vue de la recherche et de l'utilisateur des données que je suis, il y a... je dirais qu'il y a deux défis. Enfin, c'est sûr que ça peut transformer ce qu'on peut faire de l'utilisation des données pour la recherche en santé, mais il y a deux défis majeurs à l'heure actuelle qui sont pour moi l'accès aux données, et c'est un des premiers retours qu'on a pu faire sur le use case qu'on a porté, et l'interopérabilité des données. Du point de vue de l'accès aux données, on a malheureusement pu constater du coup des délais d'accès très longs aux données, des complexités réglementaires qui sont évidemment en voie d'amélioration avec tout le travail de la plateforme des données de santé. Mais il y a quand même des aspects qui sont toujours complexes, et notamment quand on va jusqu'à vraiment l'accès directement à la donnée, c'est-à-dire qu'il y a les accès réglementaires, mais on va aussi dire qu'il faut que la donnée soit quand même prête à l'emploi pour être utilisée, et c'est cet aspect-là, je pense, qui est aussi très complexe à mettre en œuvre et qui va en lien avec l'interopérabilité. Et ce qu'on a pu constater aussi sur notre use case, c'est que l'interopérabilité est évidemment majeure, notamment on s'était du coup nous concentré sur une analyse décentralisée des données, donc la mise en place de modèles communs de données. Donc HomeOp, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est un des modèles communs. Il y a toute une partie d'harmonisation et de standardisation des terminologies qui est toujours en cours, et sans ces aspects-là, pour l'instant, ça sera toujours compliqué d'aller toujours plus loin, mais c'est des aspects, c'est ça, à mon avis, les défis majeurs de la mise à disposition des données. Et d'un point de vue de notre use case aussi, qui était spécifique avec l'utilisation d'intelligence artificielle, on a aussi rencontré des problèmes d'interopérabilité des outils. On n'avait pas tous les mêmes outils sur tous les systèmes décentralisés, ce qui permettait, ce qui empêchait un peu il y avait une lourdeur supplémentaire à traduire tous les scripts dans des langages différents et des adaptations complexes. Et d'un point de vue de l'interopérabilité, je pense que ça n'a pas encore été évoqué peut-être jusqu'à présent, mais il y a aussi un intérêt, je pense, à avoir des experts locaux qui connaissent très bien à la fois les langages, à la fois les pratiques de codage, les données. Et sans ça, c'est très compliqué de pouvoir mener un projet européen. Donc c'est une expérience qu'on a eue. Je n'ai pas la prétention de représenter tous les chercheurs, mais voici ce qu'on a pu nous constater sur notre use case. Merci. La Fédération des chercheurs, représentée par Julien Bessin. Vous pouvez voter. Non, effectivement, l'expérience est extrêmement intéressante. Vous avez mentionné la partie bulle sécurisée et puis les outils. C'est effectivement un point sans doute clé du règlement, d'avoir une offre qui correspond effectivement aux besoins, et donc une certaine variété de cette offre, dans ce que je comprends en tout cas, qui était un des points durs qui a été rencontré dans ce cadre-là. Donc, derrière toutes ces opportunités du règlement, il y a un enjeu qui est majeur, et que moi j'aime bien appeler une sorte de cercle vertueux qui se situe entre l'usage primaire, l'usage secondaire de façon plus large,
entre les citoyens, les patients, l'usage que l'on peut faire des données qui ont été acquises, l'amélioration du soin, de l'offre de santé au sens large, et d'une certaine boucle vertueuse, c'est-à-dire que ça va permettre de transformer le soin et d'améliorer la vie de chaque citoyen et la vie de notre système de santé qui est précieux. Donc il y a une sorte de boucle vertueuse, une sorte de boucle d'amélioration continue pour ceux qui font de la qualité, qui est extrêmement important. Et sur ce sujet-là, j'aimerais donner la parole à Marie Zins de la CNIL, et notamment en commençant par une question autour des nouveaux droits qui sont instaurés par le règlement en lien avec l'usage secondaire, et de savoir qu'est-ce qui a été identifié, quel est le rôle clé dans cette boucle vertueuse de la confiance qu'on peut avoir, la confiance des patients, la confiance des professionnels de santé, la confiance dans le système que l'on va collectivement mettre en place. Oui, merci pour votre invitation. Alors oui, vous avez prononcé le mot-clé, la clé de voûte de tout notre projet, parce qu'il s'agit de notre projet collectif, c'est la confiance. Et à un moment où on remet en cause la science, où on voit surgir des tests complotistes autour des vaccinations, la confiance, si elle n'est pas instaurée, eh bien, on n'y arrivera pas. Et la confiance, ce n'est pas uniquement, comme vous l'avez très bien dit, celui des usagers, celui des volontaires de la recherche, c'est la confiance de l'ensemble de l'écosystème, des médecins, des chercheurs, des patients. Et donc ça, c'est tout à fait fondamental. Alors, je voudrais faire un petit rappel. On en a déjà parlé, mais je voudrais rappeler un petit peu de quoi on parle. De quoi on parle, donc, c'est de l'utilisation secondaire des données de santé, pseudonymisées, anonymisées, des données qui n'ont pas été recueillies ou recueillies à d'autres fins. Et les données de santé, de quoi on parle? Parce qu'il faut vraiment bien comprendre ce qu'il y a derrière ça. Ce sont toutes les données de santé qui sont évidemment rattachées à la santé. Et puis, ce sont toutes les autres données qui sont des déterminants de la santé, comme par exemple l'offre de soins ou les données environnementales. Ce qui fait que les sources de données, elles sont immenses. Quand vous voyez le règlement européen, il y a toute une page qui décrit de quel type de données de santé il s'agit. C'est à la fois des données du dossier médical électronique, ce sont les données des registres, ce sont les données de la recherche, des cohortes, etc. Et puis, ils vont même jusqu'à dire c'est les données de la biologie, la génétique, la lipidomique, la métabolomique, la protéomique, etc. etc. Donc, on va très, très loin dans les données de santé, et c'est les données de santé de tous les citoyens, des malades, mais également des jeunes, des enfants. Et donc, le règlement européen, quand il demande aux chercheurs, aux détenteurs de mettre à disposition toutes ces données, finalement, pour assurer la confiance, il renforce le droit des usagers et la protection des données par des mécanismes qu'on connaît et dont on va voir finalement qui sont la continuité un petit peu du RGPD. Parmi les mécanismes de protection, eh bien, il y a les finalités qui sont autorisées, les finalités de recherche qui vont se mettre en place sur les données. Et donc, ces finalités autorisées, on va dire qu'elles regroupent grosso modo l'intérêt public. Et ça, on sait, les chercheurs, ils savent ce que c'est. Et puis, il y a des finalités interdites. Et je pense que les citoyens, ils sont très impliqués dans ces finalités interdites. Ces finalités interdites, finalement, elles s'intègrent vraiment tout à fait dans celle qui a été posée par le Code de santé publique pour le SNDS, c'est-à-dire ne pas nuire, ne pas favoriser la prise de décision préjudiciable à la personne et également pas d'activité de publicité et de marketing. Alors le règlement européen, il va vraiment bien détailler tout ce que c'est ces finalités interdites. On revient également sur le principe de minimisation des données, c'est-à-dire que les chercheurs n'ont pas à avoir accès à toute la base de données, mais ils doivent bien spécifier quel type de données doivent être inclus pour pouvoir répondre à leurs questions de recherche. Il y a également la durée de l'autorisation, qui n'est pas infinie, une durée au maximum c'est 10 ans, et puis ensuite l'effacement des données. Et puis il y a tout ce que vous avez dit sur le droit des citoyens. Le droit des citoyens, eh bien, ils sont vraiment, c'est le droit des citoyens et de la transparence. Et donc effectivement, on commence par le droit d'information, qui est vraiment aussi très important, ce qu'on a dit. Et là aussi, c'est la clé de voûte pour instaurer la confiance. Et donc, il passe par un travail d'information, de transparence. Et donc, les principes portés par l'espace européen des données de santé, ils s'inscrivent tout à fait dans la droite ligne du RGPD, dont les exceptions à la fourniture d'une information individuelle. Et donc, là, on peut souligner le rôle des ORAD sur la transmission de ces informations. Ils doivent donner, mettre en transparence les informations sur toutes les autorisations qui sont accordées, sur les mesures
pour protéger ces données, notamment les finalités interdites. Il doit faire un rapport tous les 2 ans sur l'autorisation clonée. Et puis, il y a une obligation pour les utilisateurs de données de rendre publics les résultats. Et puis, il y a aussi l'information sur comment exercer les droits. Et donc, je rappelais que l'espace européen de santé, il a pour objectif de créer un espace commun au sein duquel les personnes physiques pourront aisément contrôler leurs droits contrôler leurs données, exercer leurs droits. Et donc, là, un droit fondamental dans la réutilisation des données, c'est le droit de refus. Donc, ce droit de refus, il est très très proche du droit d'opposition du RGPD. Il est très clairement expliqué dans le règlement. Ce droit, il peut pouvoir exercer facilement à tout moment. Il peut être réversible et sans justification. Il y a quand même un tout petit point d'intention, c'est qu'il est précisé que les États membres peuvent aménager des dérogations à ce droit de refus. Donc, il faudrait vraiment vérifier de ne pas vider la substance de ce droit de refus pour conserver la confiance des citoyens. Voilà, et puis il y a toute la question de l'hébergement et de la sécurité des données et de l'autorisation de l'ORAD. Et donc, nous, ce que la CNIL souhaiterait, c'est de capitaliser sur des années où la CNIL s'occupe des données de santé, notamment capitaliser sur tout ce qui est les méthodologies de référence qui permettent la recherche, qui permettent de protéger la vie privée des gens sans freiner l'innovation et de réserver effectivement le régime d'autorisation. Ce serait ce CNIL qu'aux recherches qui sont les plus sensibles. Merci beaucoup. Effectivement, la CNIL, un petit peu comme la PDS, a un travail d'accompagnement qui est important sur tous ces éléments et qui est absolument indispensable et qui est un élément clé de la confiance, en plus de l'information, la juste information aux citoyens, de façon à qu'ils puissent exercer ses droits naturellement. Est-ce que vous voulez dire un mot sur cette partie accompagnement Oui, alors ça fait partie des missions de la CNIL, effectivement. En fait, si vous voulez, la CNIL, c'est l'autorité de régulation, et il y a une petite musique qui vient nous dire qu'en fait, la CNIL, elle freine l'innovation. Je pense que nous, on pense que non. Bien évidemment, on pense qu'il faut, quand on met à disposition autant de données, il faut une régulation. Cette régulation doit être transparente, elle doit être explicite et elle doit être intelligente. Dans le sens où c'est un dialogue avec les startups, mais aussi avec tout l'écosystème qui veut avoir accès aux données, et qu'on puisse bien écouter les besoins. Et comment on écoute les besoins ? On écoute les besoins, on a fait une concertation suite au rapport Marchand-Hervier sur comment moderniser les modalités préalables à la recherche. On accompagne, dans le cadre de Bac à sable, les industriels ou les chercheurs publics qui veulent mettre en place des projets particulièrement innovants. Et puis, il y a un accompagnement à l'écosystème pour les rendre conformes à la CNIL. Et puis, il y a une hotline aussi, c'est assez rare. Vous pouvez appeler la CNIL, il y a une journée par semaine où vous pouvez appeler la CNIL si vous avez des informations. Voilà, donc c'est une mission de la CNIL, c'est l'accompagnement et je pense qu'on essaye de le faire au mieux. Effectivement, merci beaucoup. Pour rester sur cette partie boucle vertueuse, j'aimerais donner la parole à Vincent Vuiblet, en tant que justement médecin également. Donc la confiance, elle s'établit entre autres dans le cadre du soin et de l'information au patient. Donc comment on peut établir justement ce lien entre le patient, les recherches qui sont faites sur les données acquises via son soin et l'amélioration du soin? Est-ce que c'est bien compris par les patients et comment c'est réalisé? Bah oui, vous l'avez tout à fait dit. Ces données, elles émergent nativement par la confiance de la relation de soins et qui est issue de la relation de soins. Quand on interroge les patients au travers des enquêtes, ce qui les met en confiance pour leur utilisation secondaire de leurs données, c'est d'abord l'implication de leur structure de soins dans l'utilisation, c'est la présence d'un cadre réglementaire indépendant, et Marie en a parlé au travers de la CNIL, et c'est l'information quant à l'utilisation de ces données.
Cette information, elle passe certes par les portails de transparence, elle passe par les communications qui sont faites auprès des patients, mais elle part aussi de la conviction que les médecins qui sont au final, alors les médecins, pardon, les professionnels de santé, parce qu'il n'y a pas que les médecins qui produisent de la donnée, qui sont convaincus que l'utilisation de cette donnée-là est faite dans l'intérêt du patient et peut respecter la confiance qui réside dans la relation de soins. Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Et puis ensuite, eh bien, c'est le sujet de raccourcir en fait ce chemin entre l'utilisation de la donnée et sa production, entre la production et l'utilisation de sa donnée pour la recherche. Alors, c'est vrai que c'est assez facile au sein des CHU parce que finalement, au sein des CHU et en lien avec les universités attenantes, eh bien, les producteurs sont aussi les utilisateurs. Et donc là, il y a une vraie dynamique, une vraie stratégie qu'il nous faut continuer de développer au sein des communautés productrices de données pour garantir cet échange entre la recherche et entre la production et la recherche. Ça prend une illustration qui est tout à fait concrète, notamment dans l'association des données qui sont des données scientifiques produites par des unités de recherche de l'INSERM, notamment avec les espaces de données, l'espace de données notamment que les CHU sont en train de structurer pour que ces structures de recherche fassent partie de cet espace, que les données qui soient issues des cohortes, qui soient issues des bases de données de recherche, puissent intégrer cet espace, l'intégrer à la fois comme source de données, et donc enrichir l'espace, soit comme fruit de l'utilisation ou de l'enrichissement de ces données scientifiques. Et donc là, pour reprendre ce que vous disiez, il y a une boucle vertueuse entre une production qui doit se faire en confiance des patients, en confiance de ceux qui collectent la donnée, de ceux qui la produisent, et des utilisateurs de ces données en termes de recherche. Effectivement, donc, il y a la donnée issue du soin dans lequel on va avoir de la confiance. Après, quand on parle d'usage secondaire, il y a une extension à ça, c'est qu'il y a des données qui ne sont pas forcément strictement issues du soin, qui peuvent être issues de la recherche, notamment, vous avez cité cohortes et registres, qui ne sont pas nécessairement acquises dans un cadre de soins. Là-dessus, peut-être donner un mot à Julien sur justement, est-ce qu'il y a une notion de confiance avec les patients quand on fait l'utilisation de données issues de, par exemple, la base principale du SNDS? Merci. Effectivement, oui, je pense qu'il y a quand même deux aspects au niveau de l'inclusion, on va dire, du cercle vertueux des patients, pour reprendre le terme. C'est d'un côté, on va dire, l'inclusion des patients, des associations de patients au moment de la conception de la recherche, pour en garantir la pertinence et l'intérêt. Et d'un deuxième point de vue, on en a parlé tout à l'heure, l'obligation de diffusion des résultats à l'utilisation de ces données va aussi avec la vulgarisation grand public de ces données-là. Et on a des projets de recherche qui vont jusqu'à des conférences grand public ou même des interventions dans des écoles ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a un cercle à développer de cet aspect-là. Merci. Alors, on parle beaucoup d'humains. C'est vrai qu'il y a de nombreux enjeux humains autres que la confiance. Je voudrais donner la parole à Dominique, pour qui l'humain est un sujet peut-être de prédilection. Savoir, Dominique, est-ce qu'il y a d'autres enjeux humains, mais également des enjeux d'activité humaine liés au règlement qu'il faut absolument prendre en compte? Pour développer un tout petit peu sur ce sujet, mon ressenti de terrain actuellement sur l'accueil que font les humains, comme tu dis, c'est-à-dire les professionnels de santé, les industriels, même les citoyens autour de l'arrivée de cet espace européen, c'est un accueil positif. Parce qu'on se retrouve dans quelques grands principes, donner la place aux citoyens, un cadre éthique régulé, la donnée de santé elle appartient à personne sinon aux patients, et sur le fait qu'on sent bien qu'il y a un enjeu collectif à créer une valeur économique pour les pays européens autour des données, donc, et des données de santé notamment secondaires. Donc je pense qu'il y a un accueil favorable des acteurs, concrètement, de terrain, de tous les acteurs. Ce que je pense aussi que ce que ça met en exergue, c'est le fait que, une bonne fois pour toutes, il faut se dire que sur ce sujet des données secondaires de santé,
il ne faut pas juste qu'il y ait de l'animation, comme ça, bienveillante et régulée. Il faut qu'il y ait une alliance des pouvoirs publics, une alliance des régulateurs avec les producteurs de données, parce que c'est le fruit de leur travail. Une alliance avec les industriels, notamment les industriels français, pour essayer vraiment de tirer parti de cet espace européen pour créer de la valeur scientifique, médicale pour les patients et de la valeur économique. Donc moi, je pense que c'est une opportunité un peu unique de dire qu'on ne doit pas rester juste un état d'animation, mais il faut passer à une logique d'alliance entre nous tous pour nous en sortir, parce que concrètement, on est dans une compétition internationale, il faut qu'on ait cette lucidité de savoir qu'on est dans une compétition. Et si on veut retrouver quelque chose d'important pour notre pays, et pour l'Europe, si je l'élargis, il faut qu'on ait cette lucidité de savoir que nous tous, les acteurs humains de ça, on doit être dans cette logique d'alliance pour gagner cette bataille qui est une bataille dans une compétition internationale. Alors, dans ce cadre-là, ce qui me semble quand même être quelques suggestions que je te fais, d'accord, je me le permets gentiment. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qu'il faut encore craquer et où vous pouvez aider encore l'écosystème à craquer des sujets importants pour pouvoir tirer le bénéfice de tout ça. Un premier sujet, je pense qu'on n'est pas allé assez loin dans la mesure où beaucoup de données quand même secondaires vont émaner des structures de soins. Pour moi, on n'est pas allé assez loin dans une doctrine centrée data pour les systèmes d'information hospitaliers. On a trop laissé faire, il y a trop de fragmentation des systèmes d'information, trop de fragmentation des bases de données. Donc on recrée une couche d'EDS, mais on galère pour bien structurer la donnée. Donc je pense que si à la source, il y a un petit peu plus de doctrine posée pour une logique centrée data dans les systèmes d'information hospitaliers, mais ça peut être vrai pour le médico-social, je pense que ça nous aiderait, nous, acteurs de terrain, à accélérer les choses sur l'usage des données de santé secondaires. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui me semble aussi devoir être un axe de travail entre nous tous, c'est que malgré tout, on a quand même démultiplié pas mal d'entrepôts, mais on n'a pas fait les tuyaux quand même. Les tuyaux, on galère quand même pour faire des tuyaux encore. Alors, bien sûr, il peut y avoir des catalogues, etc. Mais il va quand même falloir mettre les mains dans le cambouis des tuyaux, de la connectique, de l'interopérabilité entre les entrepôts. Vincent a un peu évoqué ce sujet. Au-delà d'une gouvernance, il faut se retrousser les manches, faire confiance aux industriels et que les industriels construisent aussi ces tuyaux. Quand l'IFEN bosse pour faire un espèce de clic-bouton, d'avoir une cohorte en clic-bouton, c'est le moment de rêver. Mais quand même, il y a du boulot technique derrière. Et donc, je pense que aussi le fait que vous, au niveau des instances de gouvernance, vous ayez cette compréhension qu'on a besoin de mettre les mains dans le cambouis de l'interopérabilité technique, ça va aider aussi l'écosystème. Et enfin, pour revenir aussi à ces sujets humains, on sait tous derrière ça que si on protège la donnée, qu'on crée de l'activité économique autour de cette donnée de santé, en gros, en quelque sorte, on recycle l'argent de la Sécu. Parce que c'est la Sécu qui a payé les hôpitaux, les professionnels, qui t'a payé toi, qui m'a payé moi, et qui a créé cette valeur économique. Il faut que ça recycle cette valeur économique de nos cotisations sociales. Elles servent à réalimenter une valeur économique. Et par rapport à ça, ce que je pense, c'est qu'on a maintenant une maturité humaine des gens de ce secteur. Moi, je le sens. Je sens qu'on est tous montés en maturité. On fantasme moins, on est un peu plus lucide sur ces sujets. Et que cette animation, elle a un grand rôle au niveau de l'ORAD et au niveau de la DNS de nous donner cette impulsion pour qu'on ait conscience qu'on joue avec quelque chose qui a été financé par les Français et qu'on doit rendre aux Français une valeur économique. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel et qu'on ne reste pas jusqu'à quelque chose de feutré, mais qu'on soit très déterminé sur ces sujets-là. La team des terres. Tout à fait. Effectivement, beaucoup d'enjeux importants. J'aimerais finir en dernière question peut-être sur... dans les enjeux, le travail qui a été réalisé depuis des années maintenant par la PDS et puis France Asso Santé en lien avec les patients. Emmanuel, si tu peux nous faire un petit retour d'expérience de ce lien qui a été fait justement avec les associations de patients et les patients et de l'information jusqu'au travail commun. Bon, plus généralement, en fait, sur le citoyen, c'est pas que on travaille beaucoup avec les associations de patients, mais de façon citoyenne. De toute façon, notre dynamique, à nous tous ici réunis, c'est l'intérêt public. Donc, à la fin, c'est l'intérêt quand même du citoyen, même si c'est indirect. Mais quand on propose des bases de données comme nous, le catalogue, ou quand on accompagne des projets de recherche d'industriels, c'est toujours
pour, à la fin, un bénéfice citoyen. Maintenant, effectivement, on a des actions qui sont, on va dire, vraiment directement adressées aux citoyens. On a parlé de la transparence. Donc, ces fameux registres des résultats. Donc, ça, c'est des choses, ça y est, qu'on a mis en route au web, où, en fait, tous les projets qui passent par la gouvernance nationale, dont on est le guichet d'entrée, sont maintenant, enfin, les résultats sont présentés maintenant au fur et à mesure pour que les citoyens soient justement au courant de ce qui se fait. Sur l'exercice des droits, on a parlé aussi. Nous, on est très actifs sur le portail d'exercice de droits du citoyen, sur la protection des données, parce que la confiance passe évidemment par la protection des données. Donc, ça, c'est des choses qui sont évidemment très importantes pour nous, et donc tout ce qui est pseudonymisation et ce genre de choses. Et sinon, on a des actions directement citoyennes. Donc là, Julien parlait d'actions de type webinar ou éducation des citoyens. Donc nous, on fait des très gros webinars qui ont vraiment on est très fiers de ça. Enfin, on a une direction citoyenne qui peut être très fière de ça. On a fait, par exemple, un webinar sur les données de santé. C'est, je crois, 600 personnes en ligne. On a fait un webinar sur l'IA. C'est aussi de l'ordre de 600 ou 500, enfin 800 inscrits, je crois, et 600 personnes en ligne, où ça ne dure pas 5 heures, hein, c'est 45 minutes, très focus, il y a beaucoup d'intervenants, et on a des retours extrêmement positifs, et ça, je pense que c'est vraiment important. Des débats lycéens sur l'IA en santé, un groupe de travail avec l'adhésion citoyen, sur l'adhésion citoyen, avec le CSF, et un service de requête à la demande. Donc ça, c'est notamment quelque chose qui était beaucoup demandé par France Assos Santé. Donc requête à la demande, ça veut dire qu'on peut faire des demandes, on peut mandater le hub pour faire des requêtes sur la base principale du SNDS, sur des pathologies, pour avoir des statistiques générales. Et donc ça, c'est aussi quelque chose directement adressé, enfin, qui intéresse évidemment les associations de patients. Merci beaucoup. On a un petit peu de temps pour la question piège de la fin. La question piège de la fin que je voudrais poser à chacun d'entre vous, c'est finalement, quel est pour vous l'élément clé du règlement ou de la mise en œuvre du règlement sur lequel il faut faire très attention pour faire du règlement une opportunité pour la France? Qui veut commencer? Allez, Barbara. Je pense que suite à des discussions qu'on a eues avec d'autres industriels, avec des établissements de santé partenaires, il y a, et on en parlait tout à l'heure, notamment sur les EID, un véritable besoin d'aider tout l'écosystème à se projeter de façon ultra concrète dans le EDS et ce que ça signifie pour eux, pour nous tous, de prendre, comme l'accompagnement renforcé de la CNIL, prendre exemple sur ce type d'accompagnement dont l'IFEN a pu bénéficier il y a quelques années, où pendant, là c'était 9 mois, mais on a bénéficié d'un accompagnement hebdomadaire. On avait des cas ultra concrets de projets qu'on voulait mettre en œuvre ou aider des promoteurs à mettre en œuvre dans le cadre de la recherche, et savoir comment les encadrer réglementairement dans un cadre qui n'est pas toujours facile à naviguer. Et donc là, je pense que peut-être prendre exemple sur ce genre d'initiative pour aider tous les types d'acteurs, que ce soit des acteurs privés, publics, pour se projeter et voir, OK, aujourd'hui, vous menez tel type de projet. Voilà comment ça se passe aujourd'hui, le flux des données, parce que la sécurité, les certifications nécessaires pour mettre tout ça en œuvre. Et voilà, demain, dans les EDS, comment est-ce que ça se passera de façon très, très concrète, aider chacun à se projeter. Et je pense que ça aidera tous à se poser les bonnes questions et à aider la réglementation à s'adapter, en fait, aux réalités du terrain. Emmanuel. On va prendre la suite. Non, mais alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, je pense que quasiment tout est très important. En fait, c'est un puzzle très complexe. Et on a parlé tuyaux, interopérabilité, standardisation, c'est hyper important. Sans les tuyaux, on n'arrivera à rien. On a parlé gouvernance. Si on n'a pas une gouvernance fluide et agile, on n'arrivera à rien. On a parlé industriel. Il ne faut évidemment pas laisser les industriels sur le côté, les onboardés, qu'on arrive à bien comprendre comment ils peuvent trouver des modèles économiques. Sinon, on n'arrivera à rien. Et bien sûr, au-dessus de tout ça, on a parlé éducation du citoyen et onboarding du citoyen. Alors peut-être ça à mettre encore au-dessus. Je pense qu'on n'arrivera vraiment à rien si on n'arrive pas à onboarder. Et l'éducation, c'est une éducation. Je parlais de tous les webinars moi, qu'on a organisés au web, et je suis intervenu dans pas mal d'entre eux. C'est une éducation objective. Donc c'est pas des campagnes de com en disant allez, il faut partager vos données parce que c'est super bien. Il faut expliquer aux citoyens tous les enjeux.
qu'est-ce que c'est les risques de partage, parce qu'il y en a des risques de partage de données, qu'est-ce que c'est les risques de non-partage, parce que ça, on n'en parle jamais. Et ensuite, chaque citoyen se sentira capable de prendre des décisions éclairées, d'aller marcher dans une direction, et je pense que c'est la meilleure façon d'aborder le citoyen. Et ça, pour moi, c'est peut-être le challenge le plus difficile. Vincent. Alors, plutôt que de parler de risque, je vais plutôt parler d'opportunité. L'opportunité de ce règlement, c'est de définir collectivement au travers du travail que nous sommes en train de faire sous votre impulsion pour définir l'application de ce règlement. C'est ce travail qui doit conduire à positionner le curseur, positionner un curseur qui doit faciliter l'accès aux données, qui est notre conviction. Décidément, j'ai pas de chance, notamment au sein des CHU. Donc, faciliter l'accès pour une meilleure prise en charge de nos patients et de nos citoyens, pour aussi renforcer le tissu industriel des filières de santé de notre pays. Ça aussi, c'est un élément dont on a finalement peu parlé, mais qui est essentiel, puisqu'on a la conviction que les patients sont encore mieux soignés quand ils rentrent dans des études cliniques, et ces études cliniques, elles sont favorisées par l'accès aux données. Mais c'est aussi de positionner ce curseur de manière à ce que cet accès qui se veut le plus facile possible aux données se fasse en respectant un cadre réglementaire, notamment appuyé par la CNIL, que se fasse en conservant la confiance de nos patients, la confiance des citoyens, comme ça a été dit, et donc elle est là, cette opportunité à construire collectivement. Vous avez parlé de la CNIL, notre transition vers Marie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la remarque d'Emmanuel. Quand franchement, je me suis lancée dans la lecture du règlement pour participer à cette... J'y suis allée un petit peu... Et en fait, non. Franchement, il est très intéressant. Il est très long, mais il est très intéressant et tout est abordé. Je n'ai pas vraiment vu de choses qui n'étaient pas abordées. Donc, je trouve qu'il est très intéressant et je trouve que... voilà. Il faut. Vous m'aviez demandé si je voulais parler des contrôles et des sanctions, et je vous ai dit non. Pourquoi je vous ai dit non? Parce que je trouve que les sanctions, c'est déjà un échec. Et que nous, le rôle de la CNIL, il est d'accompagner. Donc, j'ai bien apprécié ce que vous aviez dit à propos de l'IFEN. On a accompagné d'autres personnes autour de la table. On a accompagné DOCAPOS, on a accompagné aussi le CHU de Bordeaux. Et je pense qu'il faut vraiment que la CNIL investisse sur l'accompagnement. Alors, bien évidemment, ça veut dire qu'il faut du temps, il faut des personnels. Donc, je trouve ça vraiment une très belle mission. Je voudrais juste rajouter un point, parce que je suis aussi chercheur, et que là, c'est plus du tout la CNIL. Je voudrais quand même dire qu'il faut aussi accompagner les chercheurs dans ce que ça veut dire pour eux de partager les données qu'ils ont mis peut-être une vie à collecter. Et peut-être que finalement, le règlement, il ne protège pas vraiment les chercheurs. Parce qu'il y a les bases administratives, il y a les entrepôts de données, mais il y a aussi les grandes cohortes, les registres, tout ça. Et les chercheurs, ils sont évalués sur ce qu'ils vont publier sur leurs données. Et donc, peut-être un petit angle de mort de ce règlement, c'est la protection des chercheurs pour leur laisser un petit droit d'embargo avant de leur imposer de partager ces données. Donc, il y a toute une réflexion, il me semble, là-dessus. Et ça, c'était ma casquette chercheur. Julien. Merci. Effectivement, un point clé, et je ne peux que m'associer à ces commentaires et aux réflexions qui ont été faites précédemment. Et on parlait de compétitivité, et je crois qu'effectivement, c'est ça. Il faut aussi l'opportunité, ça va être de pouvoir devenir vraiment compétitif au niveau international, et que l'augmentation de la facilité d'accès, de l'interopérabilité des données va permettre justement peut-être de rentrer en compétition. Et le mot de la fin pour Dominique. Moi, je dirais, on a l'occasion de poser une doctrine et un programme. La doctrine, tu le sais, moi je suis un militant de la souveraineté. Je pense qu'il faut qu'on pose sur ce sujet des données de santé secondaire une doctrine de souveraineté, souveraineté pour les chercheurs. On est en compétition, souveraineté pour les industriels, souveraineté pour les producteurs de données ou les grands hôpitaux. Il faut que ça soit notre religion sur ce sujet. Il faut qu'on ait cette lucidité de se dire c'est ça qui va nous guider, de construire notre souveraineté technologique, sanitaire, pour préserver aussi un cadre éthique. Ce n'est pas qu'une question économique. Donc il y a un sujet de doctrine qui est une doctrine pour moi sur ce sujet qui doit être clairement souveraine. Et ensuite, en termes de programme, en vrai, si je rêve,
moi je me dis qu'il devrait y avoir une sorte de programme Ségur numérique pour les données de santé secondaire. Parce que qu'est-ce que c'était le programme Ségur numérique? C'était des fondations socles globales, étatiques, mon espace santé, la messagerie, l'identité, etc. C'était le respect des producteurs de données, les SIH, les systèmes d'information hospitaliers. Donc on va vers eux et on leur dit maintenant, il faut faire confiance aux industriels pour faire les tuyaux entre les plateformes nationales et les producteurs de données. En vrai, on pourrait faire exactement la même chose ou le parallèle sur un Ségur des données de santé secondaire qui respecterait les industriels, qui donnerait la valeur à la source aux producteurs de données, qui resterait dans le cadre des ORAD et des gouvernances, mais qui réglerait les problèmes concrets, techniques, pour vraiment exploiter ces données de santé. Et ça, je pense que ça nous manque un tout petit peu en termes de programme pour concrétiser et réussir l'essai. Le mot de la fin. Non, juste, il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, juste 30 secondes. C'est une initiative unique au monde, ce qu'on est en train de faire. Et ça, moi, je peux vous dire, je parle avec les Coréens, les Taïwanais, les Japonais, les Indiens et même des Américains. Tout le monde nous regarde et se dit, waouh, s'ils réussissent ça, c'est fantastique. Réussir à une échelle grande comme l'Europe, à essayer de faire des choses qui soient interopérables, facile d'accès, etc. Voilà, il faut absolument qu'on se coordonne pour saisir cette chance qui est vraiment unique. Avec un petit peu de retard, et je m'en excuse, on conclut la table ronde. Merci beaucoup à tous les intervenants. Et alors, la journée n'est pas finie. Il y a une petite pause prandiale maintenant, avant d'aborder les ateliers qui sont de 14h à 16h30. Vous êtes tous inscrits dans un atelier. Si vous vous souvenez plus, il suffit de regarder, c'est écrit sur votre badge. Relativement facile. Il y a des indications partout pour trouver les ateliers. Les ateliers commencent tous à 14h. Et vont dérouler jusqu'à 16h. Et à 16h30, de 16h30 à 17h30, nous avons une restitution, donc de nouveau dans cet auditorium, pour vous présenter les livrables qui auront été construits dans chacun de ces ateliers. Merci à tous pour votre participation et bon appétit. Oh,